Et bienvenue à tous sur Culture et Liberté. Comme je vous l'ai annoncé dans d'autres vidéos, dans les vidéos précédentes, celle notamment avec Stéphane Gère, eh bien, nous allons attaquer cette nouvelle année avec beaucoup plus de culture. Et je pense que vous me connaissez bien maintenant et vous savez quel est l'auteur, mon auteur fétiche, si je devais partir sur une île déserte. Eh bien, je suis en compagnie de quelqu'un pour qui je pense, hein, c'est un petit doute comme ça, mais quelques indices me font penser que toi-même tu partages cette affection pour cet auteur. Bienvenue à toi, Arnaud Os. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je suis ton travail depuis un petit moment maintenant et j'adore pas que parce que c'est Tolkien. Enfin, tu fais pas que du Tolkien, on en parlera, mais pas que pour ça, mais aussi parce que c'est vraiment super chouette ce que tu fais et ça fait très plaisir à voir à chaque fois. Est-ce que tu peux te présenter pour les spectateurs? Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Arnaud, donc je suis relieur d'horreur d'art de métier. Donc j'ai une formation en fait professionnelle, donc très basique, hein. Donc j'ai fait un CAP après la troisième, CAP de reliure d'art. J'ai ensuite compilé avec un brevet des métiers d'art. Donc je suis diplômé donc dans tout ce qui concerne la reliure d'art, un petit peu de restauration de livres anciens, mais principalement la reliure. Et il s'avère que depuis l'âge de 11 ans, je pratique la calligraphie, alors complètement en autodidacte. Et depuis mes 11 ans, je n'ai eu de cesse de continuer la calligraphie. J'en ai 33 aujourd'hui, bientôt 34. Et j'ai toujours travaillé tout au long de ma vie à concevoir des pièces un peu exceptionnelles, un peu historiques, avec des techniques historiques, médiévales la plupart du temps, pour concevoir des objets, des cartes, des manuscrits, des grimoires, à l'origine juste pour moi. Et ça, c'est devenu une évidence en fait de travailler très tôt dans ma vie autour d'univers relativement fictionnels, par exemple ceux du professeur Tolkien. J'ai également travaillé sur le Sorceleur, sur la Roue du Temps, j'ai fait une montagne de cartes de JDR également. Mais moi, mon credo, c'est véritablement créer des objets uniques et légendaires en utilisant des techniques d'époque. Ça veut dire que je ne fais pas d'imprimé, je ne travaille pas avec l'ordinateur. Ça veut dire que je vais concevoir mes encres moi-même à partir de pigments naturels. Je vais travailler sur du véritable parchemin. Donc pas du papier parchemin, hein. Ce qu'on appelle papier parchemin, c'est du papier. Moi, je travaille sur de la peau de chèvre, tannée à la chaux, comme à la méthode médiévale. Je vais également poser de la feuille d'or, 24 carats, donc du vrai or, du vrai argent, du vrai cuivre, etc. Donc mon credo, c'est vraiment ça. Donc moi, je suis calligraphe, enlumineur / relieur. Mais pour la calligraphie enluminure, je ne suis pas diplômé. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Parler de peau de chèvre. Oui. Tu te les fournis, du coup? Oui, alors je me les fournis, je travaille avec un parcheminier. Ils sont très peu en France parce qu'il faut savoir que c'est un métier particulier. Voilà. C'est un métier particulier. Faire du parchemin pour une peau de parchemin, alors selon la bête, alors ça peut être de la chèvre, ça peut être le mouton, c'est très rare parce que c'est très gras, ça peut être du veau, ou ça peut être de la chevrette aussi, donc de la jeune chèvre. C'est une peau, c'est pas du cuir, hein. Les gens confondent souvent. En général, le cuir, on parle de cuir parce que quand on traite une peau de cuir, il va rester le derme et l'épiderme. Donc ça veut dire qu'il va rester la chair et la fleur. La fleur étant le côté où il y a les poils. Sur du parchemin, les deux vont être supprimés, il va rester que le collagène, c'est-à-dire la partie intermédiaire. C'est ensuite traité à la chaux et mis à tendre sur un cadre. Il faut 7 à 8 mois pour une peau à peu près de travail. Donc la matière est beaucoup plus résistante dans le temps, il n'y a qu'à voir, les musées en sont pleins, ça dure 2000 ans. À notre échelle, ça dure 2000 ans. C'est extrêmement solide, ça dure très longtemps dans le temps et ça prend horriblement mal le feu. Donc quand on voit des scènes d'Hollywood où il y a des bibliothèques médiévales qui crament, ça c'est que à Hollywood, hein. En vrai, vous mettez une flamme vive sur un morceau de parchemin, sachant qu'il s'agit de collagène, ça va vous faire une pâte absolument immonde en fait, ça va puer horriblement, mais ça ne prendra que très difficilement feu en fait. Voilà. D'accord. J'avais vu d'ailleurs, tu parlais de ça, de durée dans le temps, et j'avais vu justement un reportage là-dessus sur les encres pigmentaires. Oui. Par rapport à ce que nous on utilise aujourd'hui. Et c'est vrai que tu regardes tes vieux cahiers scolaires avec tes encres de stylo à plume effaçables. Bah, si c'est effaçable, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça dure pas dans le temps. Donc en fait, il reste plus rien. C'est ça. Il ne reste plus rien. Donc tu crois que même
quand t'es adulte, hein, tu crois bon bah je vais prendre des notes dans un carnet, comme ça je les garderai pour les petits enfants ou autre. Bah non, en fait, il faut que tu prennes vraiment de la bonne encre, du bon papier pour que ça puisse durer dans le temps. C'est ça, c'est ça. Et la chose que j'explique souvent quand je fais des conventions, quand je fais des représentations comme ça, j'ai toujours mes plumes doigts, hein, parce que je travaille presque exclusivement à la plume doigt, très peu à la plume métallique. Je travaille beaucoup avec de l'encre ferrique, donc qui est l'encre historique, hein, qu'on utilise depuis la Grèce antique jusqu'au 19e siècle. C'est pas de l'encre de Chine. Les gens confondent souvent. Et je suis obligé souvent aussi de leur expliquer, donc je fais de la déontologie. L'encre de Chine, c'est de l'encre de sèche, donc elle est très très fluide et elle est adaptée sur des papiers qui sont très souples. L'encre ferrique, c'est une encre à base de noix de Galles, de chêne et de sulfate de fer. Donc c'est une encre très noire, très grasse, très dense, qui noircit avec le temps. Seulement, on a quelques problèmes au niveau de la conservation de certains manuscrits parce que comme c'est une encre qui est faite avec d'un côté la galle du chêne et de l'autre du sulfate de fer, si elle est mal diluée, si elle est mal dosée, on va avoir une encre qui va devenir corrosive avec les siècles. Il faut des siècles. Mais il arrive quelquefois que quand on tourne les pages de certains manuscrits, les lettres tombent parce que l'encre vient découper le parchemin. Elle met des siècles, mais ça lui arrive. Mais si c'est une encre qui est bien dosée et que les proportions sont bien respectées au moment de la cuisson, en plus de pouvoir se conserver des années en bouteille hermétique, quand elle est manuscrite sur parchemin ou même sur papier, sur du bon papier, hein, sans cellulose. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais il y a papier et papier. Les papiers modernes sont à base de cellulose, c'est de la pâte chimique, ça ne tiendra pas 50 ans, c'est une cata. Mais si on dose bien ces encres-là, oui, on peut dans ce cas-là, sur un morceau de parchemin bien préalablement préparé, tracer ce qu'on veut. Ça durera 1000 ans sans problème. L'encre va légèrement brunir au bout de 500-600 ans, mais ça ne bougera pas. Oui, c'est ce qu'on peut voir sur des vieux parchemins ou autres. Au lieu que ce soit noir, l'écriture elle est un peu brune justement. Oui, à cause du sulfate de fer. Ouais. Ok, d'accord. Mais ça tient, c'est toujours là. On peut toujours. Ça tient, ça ne bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. Et la chose qui est merveilleuse, c'est qu'un parchemin, en plus, peut être, dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais un parchemin peut être gratté et réécrit. C'est ce que les archivistes appellent un palimpseste. Alors, il faut savoir que si on prend un parchemin qui a 500-600 ans et qu'on le gratte aujourd'hui pour écrire dessus, ça marcherait encore. Voilà. Encore mieux que les CDR, quoi. C'est beaucoup mieux et c'est surtout, quand on y réfléchit, alors ça va pas faire trop plaisir aux véganes, bien entendu, parce que on parle de peau. Ce que j'explique aussi souvent aux gens, c'est que on n'élevait pas les bêtes pour ça. Autrefois, on n'avait pas de notion de l'écologie. Par contre, on avait notion que chaque matériau était le travail de quelqu'un. Donc, il n'y avait pas de notion de gâcher la matière. Pour l'homme médiéval, par exemple, ou pour l'homme du XVIIe siècle, créer quelque chose dans le but d'être détruit, ça n'a pas de sens. Donc, quand on élève des bêtes pour les manger, on récupère les sabots, on fait de l'huile, on fait des manches de couteau. Avec la peau, on va faire du cuir, on va faire de la laine, on va faire du tannage. Et pour les petites peaux qui ne sont pas forcément de très grande qualité, eh bien, on va les tanner, on va les fournir au parcheminier qui pourra faire du parchemin. Et ça ne servira pas qu'à écrire. On peut faire des lampes, on peut faire des abat-jours. On peut aussi faire des fenêtres, parce que le parchemin, quand il est tendu sur un cadre et huilé avec de l'huile de poisson, comme par exemple ça coûtait absolument rien au XVIe siècle, ça pue, hein, c'est atroce, mais quand on huile du parchemin, on a affaire à un auvent transparent, donc ça fait des fenêtres. J'avais vu ça sur de la reconstitution de château, justement, voilà. où ils avaient utilisé des encadrements avec du parchemin huilé. Oui, ça se faisait. Et t'as une transparence, la lumière, elle est très très belle. Du coup, à l'intérieur, ça fait un peu feutré, comme si on mettait. Bon là, c'est le photographe qui parle, mais comme si on mettait un panneau de diffusion sur une fenêtre. C'est super joli. Et donc ils emportaient en plus, hein, parce qu'ils restaient pas tout le temps dans le même château. Donc en fait, ils emportaient les meubles et les fenêtres, du coup. Bien sûr, c'est pour ça que tout était démontable. C'est typique de la société médiévale. On est très très nomade, ouais. On est déjà parti loin, vous voyez. On est déjà parti loin. Moi, j'avais surtout une première question, c'est comment, au XXIe siècle, comment, parce que du coup, apparemment, tu as commencé très 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 jeune, comment un enfant se dit, puis plus tard adolescent, adulte, comment on se dit, je vais faire de mon métier, alors peut-être pas quand t'es enfant, mais on se lève un matin et on se dit, je vais en faire mon métier, je vais écrire des lettres avec de l'encre sur des parchemins. Ouais, ça s'est pas fait en 5 minutes. Alors,
déjà, c'était un peu insidieux dans le sens où moi, je suis né dans une cité médiévale, qui est donc la cité médiévale de Provins, donc l'ancienne forteresse des comtes de Champagne. Donc déjà, j'ai plus ou moins baigné dedans, dans cette ambiance médiévale et ces notions de forteresse. Euh, Ça a fait partie de mon paysage quotidien, les remparts, la tour César, la ville haute, ces rues médiévales tortueuses avec ces maisons tarabiscotées. Ça a fait partie de mon paysage d'enfance toute ma vie. Et bah évidemment, nécessairement, j'ai grandi, j'ai fait mes études à Paris, etc. J'ai déménagé, la vie a fait que. Et ça a toujours été présent en moi. Ça, plus le fait que j'ai toujours voulu faire de la calligraphie, que j'en ai toujours fait. Un jour, lors d'une représentation, je devais avoir 8 ou 9 ans, ouais, pas plus que ça. C'était pendant une fête médiévale, j'ai vu un monsieur qui faisait de la reconstitution historique, il était habillé en moine, il écrivait avec une plume d'oiseau. J'étais fasciné en fait, parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait plus ça aujourd'hui? Donc je suis allé le voir, je lui ai posé quelques questions, et puis j'ai continué mon bonhomme de chemin, j'ai fait des recherches sur Internet pour tailler mes plumes, comment on faisait l'encre, j'ai retrouvé des anciens traités, puis après j'ai rencontré des gens qui m'ont donné des notions, des indications. Donc en fait, c'est un cheminement qui s'est imposé à moi parce que je suis un gros toqué de naissance, voilà, c'est un virus de naissance, et ça s'est toujours imposé à moi, et plus le temps passe, plus je suis toqué. Parce que moi, parce que je fais, alors, je suis pas tout seul, loin de là. Il y a des gens très très talentueux. Je pense qui n'ont rien à voir avec mon métier, mais par exemple, je pense aux restaurateurs de Stradivarius ou des gens qui restaurent des marqueteries, les gens qui s'occupent des tableaux. Tous ces gens-là, je pense qu'ils sont aussi toqués que moi, dans le sens où ils ont compris que dans notre société très numérique, très consommable, il est important d'avoir des valeurs fortes et de se rappeler que ce que nos anciens faisaient, non seulement ça dure, ça fonctionne encore la plupart du temps, et en plus c'est beau. Et je pense que c'est cette notion du beau en fait et de la pérennité qu'il est important de remettre au goût du jour. Je pense que ça manque terriblement. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit souvent, moi on me le fait surtout, on me dit, bah oui, mais moi si jamais je prends un bic pour écrire quelque chose vite fait, ça va être plus rapide. Et je vais dire, oui, il n'y a pas de problème. Mais imaginez une époque où il n'y avait pas de bic. Parce que le bic, c'est les années 50. Ouais, c'est très récent. Hein. C'est très récent. Faut pas oublier qu'on a écrit à la plume d'oiseau du temps d'Aristote jusqu'à Victor Hugo. C'est une très 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 large période historique. Et je ne parle pas que pour l'Occident. C'est très très large. Ça veut dire que c'est une question d'habitude en fait. Tout simplement. C'est une question d'habitude. Il y a une question d'habitude, mais je pense que justement on a eu un tel progrès, on a été très très vite là-dedans. Il y a ses bienfaits et puis il y a aussi ses méfaits. Après ça c'est subjectif. C'est bien fait, ça va être voilà, la croissance économique, etc. Tout a été, ça s'est distillé en fait dans toute la société et à tous les niveaux, y compris dans le process de partager de l'information. Et aujourd'hui, on en arrive à un palier où on partage de l'information à la vitesse de la lumière. Tu vois, au travers des réseaux sociaux. Là, quand on a échangé vite fait sur Instagram, tu vois, ça va très vite. Il y a des bienfaits parce que justement, ça nous a permis de communiquer ensemble. Mais je pense que justement, il faut réintégrer un tout petit peu, comme tu disais, de ce beau et des choses pérennes, réellement pérennes. Et je pense qu'on y arrivera de toute façon au bout d'un moment, parce qu'on va arriver à un plateau en fait de la vitesse de communication et de ce que l'on peut faire. Maintenant, il faut laisser libre les gens justement d'expérimenter et d'apprécier cette vitesse de communication, mais au bout d'un moment, il y a une recherche personnelle qui est faite. Ça peut arriver très jeune, peut-être pour toi, tu vois, c'était peut-être ça, tu vois, la recherche justement du beau et du temps long. Moi aussi, je recherche ce temps long. Pour d'autres personnes, ça va arriver à 50 ans, 60 ans, 70 ans, enfin, peu importe. Il y a peut-être un déclic qui va arriver chez les gens pour se dire, bah, j'ai besoin, justement, qu'est-ce que je vais laisser après moi? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, il y a cette recherche aussi de qu'est-ce qu'on m'a laissé auparavant. On y reviendra toujours. Il y a ce phénomène TikTok que je déteste, ce phénomène réseaux sociaux que je déteste. Vous le voyez bien vous-même, je suis pas très présent sur les réseaux sociaux parce que je trouve ça assez immonde. Puis c'est une perte de temps, on pourrait faire tellement d'autres choses à côté. Ok, oui. Mais justement,
je pense qu'on y arrivera. Petit à petit, nous arriverons à ça. Et pour preuve, de toute façon, enfin, tu travailles. Oui, T'as du travail. oui. Alors, je vais être très transparent. Je n'ai pas le salaire d'un ministre, très loin de là. Mais j'ai des demandes quand même de temps en temps, j'ai des demandes régulièrement. Et oui, il s'avère que j'ai quand même des gens qui me contactent pour des choses. Voilà, ça va être du jeu de rôle. Par contre, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que alors pas tout le temps, je vais pas mentir, pas tout le temps, mais régulièrement, j'ai quand même des gens qui me disent, ah bah oui, par exemple, j'ai vu que vous faisiez une carte de la Terre du Milieu ou de telle région de la Terre du Milieu, elle est à combien? Alors je leur donne les dimensions, les tarifs, etc. Ah oui, mais c'est cher et tout. Je leur dis, bah c'est cher. Euh, Parlons peu, parlons bien. Quand vous allez vous couper les cheveux chez le coiffeur, par exemple, votre coiffeuse, elle n'est pas à 10 € net de l'heure. Votre plombier, c'est pareil, il n'est pas à 10 € net de l'heure. Vous voyez? Voilà. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà l'État qui me vole 24% d'URSSAF sur chaque vente, déjà. À ça, il faut rajouter la TVA et les matériaux. Alors effectivement, je pourrais très bien faire un modèle de carte, le faire scanner par une entreprise et vendre des imprimés. Ça m'intéresse pas. Je suis calligraphe, je suis pas imprimeur. C'est ça. Puis bah, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même produit. Ouais. Moi, j'ai un ami qui fait des cartes imprimées aussi. Je travaille entre guillemets en parallèle avec lui. Alors, il fait des recherches aussi sur Tolkien. Il est très très poussé. Ses cartes sont superbes. Elles sont magnifiques. Mais on est bien d'accord, lui et moi, que lui, la type de clientèle qu'il va avoir n'est pas la mienne. Parce que lui, il va faire des choses évidemment beaucoup moins chères parce qu'il va imprimer ça. Donc, il va s'y retrouver en imprimant nécessairement une certaine quantité de cartes. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'explique aux gens, je leur dis, vous payez une certaine somme parce que chacune des cartes que je fais est unique. Pas oublier qu'à chaque fois que je fais une carte pour quelqu'un, même si je fais 5 fois la même, les encres sont faites sur mesure pour chaque carte. Voilà. Donc après, c'est ce que je leur dis aux gens. Soit vous avez quelque chose d'unique que vous pouvez transmettre, c'est un choix. Soit vous achetez un poster sur AliExpress et vous êtes 10 millions à avoir le même. C'est un choix. C'est ça. Voilà. Après, moi, je leur empêche pas aux gens. Je leur dis oui, effectivement, c'est un coût. C'est un coût, bien entendu, mais déjà, rien ne vous empêche de mensualiser. Moi, je leur dis souvent aux gens, je dis, moi, je suis pas là pour vous voler, en fait. Vous pouvez très bien mensualiser. Alors, je le dis, et c'est pas juste parce que j'aime ton travail, etc., mais ou parce que je suis un gros groupie, mais quand je t'ai demandé, tu m'as annoncé le prix, j'ai pas trouvé ça excessif, en fait. Moi, j'ai trouvé le prix tout à fait justifié. Mais en même temps, enfin, quand on a envie d'avoir justement une carte unique de la Terre du Milieu, bon, déjà, c'est qu'on aime beaucoup le travail de Tolkien. Oui. Donc on est prêt en fait à mettre ce prix-là parce que quand on voit Weta Workshop le prix qu'ils font sur leurs figurines ou des choses comme ça. Oui, en plastique, oui. Voilà, enfin dans ce cas-là, on peut dire la même chose de Weta Workshop, on peut dire la même chose même de Lego alors qu'ils en font des paquebots entiers de leur du tirage de leur licence en briques. Ouais. C'est vrai. Moi, je trouve pas ça excessif vu le travail que c'est, vu la qualité aussi du travail qu'il y a derrière. Attention, sur cette chaîne, nous ne validons pas la valeur travail. Hein. Calmez-vous dans les commentaires, les amis, merci. Mais en tout cas, subjectivement, bah oui, on est prêt à mettre ce prix-là, et il y a d'autres personnes qui sont prêtes à le mettre. Donc, bah, c'est comme quand, bah moi, en tant que photographe. J'ai un certain prix, si le prix ne convient pas, il y a d'autres photographes. Mais tout à fait, mais bien sûr. Moi, mon service est justifié par rapport à la clientèle que j'ai. Absolument. Oui. Mais voilà, ça fait plaisir en tout cas d'entendre ça parce que bon, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Je sens que des fois les gens sont un petit peu grognons et je dois toujours à chaque fois leur expliquer, leur dire mais je suis pas imprimeur en fait. C'est les matériaux que vous voyez, ça vous toque dans l'œil en fait, ça vous attrape parce que si ça brille, c'est pas du toc en fait, c'est du vrai or. C'est pas du papier parchemin, c'est du vrai parchemin. Tout est fait à la main. Il y a pas de chichi en fait. Donc tout ça se paye quoi. Voilà, et encore oui, je suis sur une carte, je dois être à 20-25 € net de l'heure. Sur une carte de la Terre du Milieu qui fait 70 cm par 70, ouais, je suis à 25 € net de l'heure. J'ai déjà un ami tatoueur qui prend plus cher que ça, quoi. Je connais plein de photographes qui prennent largement plus cher que ça. Voilà. Donc après, moi, le but, c'est évidemment de vivre. Et je peux pas donner mon travail, mais je vais pas non plus escroquer les gens. Voilà. C'est ça.
Voilà. Donc c'est pour ça que moi je fais un tarif en fonction des matériaux, de ce que ça me coûtait, et puis je prends en plus l'envoi à ma charge avec l'assurance qui va avec. Donc voilà. J'essaye toujours de. Moi mon but c'est ça en fait, c'est que les gens ils aient quelque chose, ils aient leur petit trésor à chaque fois unique. Je m'épanouis dans le processus créatif. C'est vraiment ce qui me plaît. Moi c'est le processus créatif, c'est créer quelque chose d'unique, voir avec les gens, et surtout que les gens comprennent bien ce qu'ils ont commandé et ce à quoi ça va ressembler. Mm. Voilà. C'est véritablement ça l'intérêt du truc en fait. Voilà. Et puis chez Tolkien, oui, c'est très très épanouissant parce que déjà rien que des versions de la Terre du Milieu, on peut en faire des elfiques, on peut en faire des naines, on peut en faire des Numénoréennes, on peut en faire des Gondoriennes, des Rohanaises. Après on peut exporter le Beleriand, on peut faire des tas et des tas et des tas de choses. Des tas de choses. La preuve, hein, moi quand j'ai dû concevoir le livre rouge, je me suis demandé dans quoi je m'embarquais, hein, parce que c'était une commande. Hein. Je l'ai pas conçu de moi-même. Hein. C'était une commande. Un monsieur qui est devenu un ami m'a contacté. Il m'a dit, on se connaissait pas. Hein. Il m'a dit, j'ai vu que vous en aviez fait un. J'en avais fait un pour moi. Il y a des années, pas abouti du tout. Hein. Relativement sommaire, et il m'a dit, j'ai vu que vous en aviez fait un, est-ce que ce serait possible de le faire comme si j'avais été le chercher chez Bilbon? Je dis, bah, sur le papier, oui. On sait ce qu'il y a dedans, mais il faut le mettre en forme parce qu'il n'existe pas le texte. Il m'a dit, est-ce que c'est réalisable? Je dis, oui, oui, mais bon, ça va prendre du temps parce qu'il faut que je réétudie les textes, il faut que je réécrive tout du point de vue des personnages, il faut que je le mette en forme, ou que je fasse tout ça, quoi. Et il m'a dit, pas de problème, je peux attendre. Bon, voilà, ça m'a coûté 1 an et demi de travail, quoi. C'est ce que j'allais te demander, 1 an et demi de travail. Putain. Ouais, en comptant la recherche, la réalisation, alors pas mis bout à bout. En gros, il y a environ 400 heures d'écriture, grosso modo, plus une trentaine pour les illustrations. Et pour les recherches qu'il y a eu avant, ouais, bien 150 heures minimum, ouais. Minimum. Ouais, parce que on sait ce qu'il y a dedans, mais il faut tout réécrire du point de vue du personnage pour que ce soit juste du point de vue du calendrier de la comté, parce que c'est pas le même calendrier que celui des hommes. Faut en rajouter 1600 ans pour avoir le calendrier des hommes, parce que l'année 1 du calendrier de la comté, c'est l'an 1600 du troisième âge. Donc c'est pareil, tout ce qu'il y a dans mon édition du livre rouge, en fait, c'est ce qui se passe dans le livre. Mais les gens comprennent pas, ils me disent, mais je comprends pas, le Seigneur des Anneaux, il fait 1200 pages. Je leur dis, oui, mais là, dans le Seigneur des Anneaux, vous avez le point de vue omniscient. Vous ne l'avez pas dans le livre rouge. Dans le livre rouge, vous avez les pensées brutes. C'est un journal écrit par 3 personnes successivement de mémoire. Donc les écritures devaient changer en fonction des personnages dans le livre rouge aussi. Il fallait y inclure les poèmes que Tolkien a écrits pour tel personnage. Les poèmes de Sam sont de la main de Sam. Les poèmes de Bilbon, que Bilbon a traduit à Foncon, sont de la main de Bilbon, etc. Donc ça a été pas mal de chantiers et de gymnastique intellectuelle pour mettre ça en forme, oui. Ouais, ça a été quelque chose. Ah bah, j'imagine. Est-ce que tu as un peu essayé de voir avec la Tolkien Estate ou autre pour justement montrer ton travail que tu avais fait dessus? Alors la Tolkien Estate, il y a 2 ans et demi, j'avais eu des contacts en fait avec eux. Ils m'ont envoyé un mail en m'expliquant que je n'avais pas le droit de travailler là-dessus. Je faisais ça de façon détournée. Voilà. Ah, je suis très honnête. Ok, vas-y. Donc, alors, ça date d'il y a 2 ans et demi. Hein. Depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Et puis, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais il y a 2 ans et demi, j'avais reçu un mail en me disant que, enfin, ils m'avaient envoyé un mail en me disant que je n'avais pas le droit, que j'utilisais le personnage, etc. Je leur avais répondu très courtoisement que je n'étais pas d'accord sur leur petite police de la pensée, sachant qu'ils se greffaient sur l'œuvre d'une personne qui aurait, je pense, beaucoup apprécié l'artisanat que je fais. C'est pas pour moi spécifiquement, mais je pense à tous les petits artisans. J'ai des amis qui sculptent le bois, qui font de la verroterie d'art, etc. autour de l'univers, et je pense qu'il aurait beaucoup apprécié ça parce qu'on sait tous que le professeur détestait l'industrialisation et tout ce qui s'y rapproche. Et je les ai aussi encouragés du coup à étendre leurs menaces à tous les vendeurs Wish et AliExpress qui vendent sous couvert de non-licence des épées, des étendards, des posters, etc. Même des dessins des fois de Tolkien dans des cadres pas chers. Donc je les ai volontairement encouragés aussi à étendre leurs menaces à tous ces gens-là qui vendent des trucs à des millions d'exemplaires à 3 € pièce. Et à ce jour, je n'ai toujours pas eu de réponse. Non, puis, je trouve ça un tout petit peu hypocrite
que de demander cela à un artisan qui fait du beau, des pièces uniques. Donc c'est bon, c'est pas 1 million de personnes. Bon, je te le souhaite un jour, mais tu vas avoir du mal. Il va falloir que tu recrutes que. Non, je voudrais pas. Mais voilà, c'est des exemplaires que tu vois comme ça uniques, etc. Pendant ce temps, ils nous sortent la purge de Rings of Power, si tu veux. Oh là là. Ils donnent leur accord pour ça. Je suis désolé, j'étais obligé de le balancer, mais je trouve ça quand même super malfaisant au final. Oui. Qu'est-ce qui compte pour vous? C'est l'argent que vous pouvez récupérer sur des créations, ou est-ce que c'est justement de faire perdurer l'héritage de Tolkien? Oui, c'est ça le plus important. Oui, c'est ça le plus important. Et je voulais pas en parler, mais tu fais bien de mentionner Rings of Power parce que, alors, je n'ai pas vu la saison 2, j'ai vu que la saison 1, j'ai dit c'est bon, stop. Pareillement. Voilà. Je m'attendais, hein, évidemment, pas à un miracle. Hein. Je m'attendais pas à un miracle. Alors, j'ai pas la prétention non plus d'être expert en Tolkienologie, bien entendu, mais je pense avoir une vague idée de l'état de la Terre du Milieu au Deuxième Âge, et je pense me douter que quand les Numénoréens débarquent à l'extrême ouest, nécessairement de la Terre du Milieu, hein, pour arriver dans ce qui va devenir le Mordor, ils mettent pas 2 jours, les mecs. Je pense pas. Alors, c'est Numénor, au fait de sa gloire, pas de problème. Je pense pas qu'il faut mettre 2 jours pour 14 000 kilomètres. Non. Ça fait un petit peu beaucoup, ça fait un petit collège. Donc, au-delà des... Ça, c'est vraiment le micro-détail, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas. Il y en a tellement, mon Dieu. C'est au nom d'un... C'est ça qui est détestable, c'est que chez Tolkien, justement, il a toujours dit qu'il ne voulait pas mêler son œuvre, ou en tout cas mêler à l'intérieur de son œuvre de la politique. Et il avait raison. Il a toujours dit, hein, j'ai ces lettres, si vous voulez, je vous sors la lettre, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait juste en plus, c'est tout à fait juste. Et eux, ils l'ont fait. Amazon, bien sûr qu'ils l'ont fait. On crée j'allais dire cette œuvre, non, c'est pas une œuvre, c'est cette merde, on va dire les termes, cette immondice, au nom d'un agenda politique, et ça se ressent en fait sur la narration, surtout sur la cohérence entre les peuples, les personnages, il n'y a absolument rien qui va. C'est une catastrophe. Mais là, de toute façon, ils sont bloqués, ils sont obligés de le finir. Là, ils sont bloqués, ils ont engagé énormément d'argent et je pense qu'ils vont en perdre encore énormément parce que ce n'est que mon avis, je suis pas expert en marketing, mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu sait qu'il y a des choses à dire, mais puisqu'on parle d'adaptation, les adaptations de Peter Jackson étaient bien. Il y a eu beaucoup de liberté de prise. Cependant, elles sont pas dénuées de beau et de bon sens, parce que déjà, il y a eu une quantité d'artistes. À part Legolas, à part le skate de Legolas et tout, bon, il y a des trucs, bon, c'était peut-être pas obligé d'y aller autant à fond dans l'humoristique. C'est juste. Mais ça peut se comprendre dans le médium. Voilà, c'est ça. Mais pour tracer un parallèle entre deux adaptations, il y a un sens du beau et il y a un sens de l'artisanat non négligeable chez Peter Jackson. C'est pour ça que tout ce qui est goodies et marketing se vend toujours merveilleusement bien. Et je pense pas que ce sera le cas en ce qui concerne les Anneaux de pouvoir. Ah, mais je pense que tout le monde a déjà oublié, en fait. Si tu veux. Je pense que les gens ont oublié que la saison 3, c'est bon, là. Elle est lancée. Ouais. Voilà. Mais c'est pas de l'étoffe dont on fait les légendes, ça, pour moi. C'est pas, non. C'est pas du tout ça. Enfin bon, voilà, quoi, c'est, Alors là, ils essayent de nous rassurer avec la chasse de Gollum. Oh, oui, alors c'est pareil. Oui, c'est les anciennes équipes artisanales qui travaillent dessus et tout. Oui, mais il faut pas oublier une chose, c'est que Peter Jackson a été très bon réalisateur de Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Parce qu'il avait des garde-fous autour de lui. Oui. Il en a pas eu pendant le Hobbit, et c'est pour ça que le Hobbit est une catastrophe en soi. Alors, il y a le fait qu'il n'y ait pas eu de garde-fou, mais en même temps, il y a eu aussi la prod. Ah, tout à fait, oui, c'est vrai. Mais à mettre tout et n'importe quoi, oui. On a des monstres complètement farfelus, on a de l'UVG partout. C'est moche, quoi. C'est horrible. Ah, mais en plus, ça très très mal vieilli, c'est dégueulasse. Hein. Ah oui. Autant j'ai beaucoup apprécié le travail que Weta a fait sur Smaug, parce que c'est ce que j'attendais beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le travail qu'ils ont fait, mais le reste est très lisse, très léché, alors que chez Tolkien, c'est une œuvre qui a beaucoup de grain. C'est une œuvre qui a du grain parce que c'est une œuvre qui est basée sur tellement de racines historiques, légendaires, mythologiques, tellement ancrées. C'est une œuvre qui nécessite du grain, des textures. Le cuir, c'est du cuir. C'est le papier, c'est du papier. Les plumes doivent être des plumes. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait quelque chose de numérique autour d'un univers aussi riche, aussi vaste, on perd cette substance et on s'en souviendra pas.
Oui, puis encore une fois, ça vieillit extrêmement mal. Tu regardes les orques dans Le Oui. Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, tu regardes les orques dans Le Hobbit, ça n'a rien à voir. Ça a déjà mal vieilli, tu le sens que c'est du numérique. Oui, parce que Peter Jackson a fait appel à des prothésistes, à des maquettistes, à des peintres sur visage, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, parce que les mecs, faut dire les choses, ils se sont mis au boulot. Voilà, les mecs se sont vraiment mis au travail. Alors, ils avaient des calendriers extrêmement serrés, mais il fallait faire des armures, des trucs forgés pour les plans de prêt, des armures bien peintes pour les scènes de bataille. Il fallait concevoir des bijoux, il fallait des tentures, il fallait créer tout un tas de maquettes. Ça a été, je crois même me souvenir que pour les scènes de la forêt de Fangorn qui étaient en studio, ils ont collé les feuilles des arbres une à une. Voilà. Bon, je ne sais pas imaginer la quantité de travail que ça représente, mais c'est colossal, quoi. Il y a des tas de choses qu'on ne voit même pas à l'écran. Rien que le baudrier de mairie. Moi, j'ai eu la chance de voir le baudrier de mairie qui est sorti des caves de la Weta. Donc, c'est une simple ceinture, en fait, avec 2 bouts de rôle qui contient le fourreau de l'épée de mairie, donc de son armure de Rohirrim. Mais c'est une merveille. Il y a des petits cavaliers qui sont en train de combattre les uns sur les autres, et ils ont inscrit ça dans un rectangle, comme les fameuses scènes norvégiennes de la fin du Xe siècle, qu'on peut voir à Oseberg, par exemple. C'est des petits bijoux d'orfèvrerie. On le voit pas à l'écran, mais ça fait toute la différence, en fait. C'est assez incroyable, mais c'est toute la différence qu'il y a entre toutes les, comment dire, toutes les différentes variétés d'adaptation cinématographique, en fait. Et Tolkien, il mérite pas moins, en fait. Il faut toujours pousser plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Faut pas se dire, on n'aura pas d'argent, on n'aura pas le temps. Faut le savoir. On se lance chez Tolkien, c'est peut-être. Soit on le fait, soit on le fait pas. Bah, voilà. Faut pas oublier que quand on se lance dans un truc comme ça, on se dit peut-être que c'est pas moi qui terminerai. Voilà. C'est comme le mec qui a été contacté par Charles V en 1325 parce que voilà, je veux construire une cathédrale. Cathédrale, il n'y a pas 1 mètre d'œuvre, il y en a 4 en général. Parce que le type savait très bien que son travail allait être fini par d'autres générations. Parce qu'il le fait pas pour lui, en fait, il le fait pour la pérennité. Voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir pour moi quand on travaille sur Tolkien. Il y a toujours du pour soi, bien entendu. Il y a du plaisir de création. Le plaisir de création, le plaisir de la reconnaissance aussi. Même si le projet n'est pas fini. Ça, en ce qui me concerne moi personnellement, non, pas trop. Non, c'est vraiment le processus créatif qui est intéressant. Le processus créatif, vraiment chercher qu'est-ce qui serait le plus cohérent, qu'est-ce qui match visuellement, qu'est-ce qui va insuffler une idée. C'est ça qui est intéressant. C'est insuffler une idée. Comment les gens vont le percevoir ou comment faire en sorte que les gens perçoivent ce que j'ai envie qu'ils perçoivent. C'est ça vraiment le plus intéressant. C'est vraiment se torniturer les méninges en se disant je veux que ça ressemble à ça et que les gens pensent tout de suite. Voilà. Il faut que ce soit une idée directrice, en fait. Je pense que c'est, pour moi, le plus intéressant dans un processus créatif, c'est vraiment ça. Et évidemment, après, il y a toute la création à proprement parler. Le savoir-faire qu'il faut mettre en place, avec toutes les difficultés que ça incombe, évidemment. Mais je pense que c'est ça le plus sympa. Ouais. Moi, j'avais été bluffé dans tes créations, c'est par le contrat. Ah, le contrat de Bilbo. Ouais, j'ai trouvé ça super fun. J'étais là, le mec, il a été nous faire le contrat de Bilbo, quoi. Sérieux. Oui, bah c'est surtout du temps de réalisation parce que l'objet en lui-même est créé, donc après, faut pouvoir le présenter, on va dire. Moi, j'imagine le client en fait qui a le contrat, tu vois. Oui. En fait, il doit organiser des soirées juste pour pouvoir montrer le contrat, tu vois, avec tout un process et tout. Il y a, à mon avis, déjà, il y a matière à rire parce que je l'ai traduit entièrement et ce texte est abominable. Petite mention spéciale à monsieur Daniel Reeve, calligraphe de la trilogie, des 2 trilogies d'ailleurs, calligraphe néo-zélandais qui a fait un travail admirable sur les 2 trilogies, et c'est lui donc qui a conçu il faisait partie évidemment du casting artistique pour les 2 trilogies, et c'est lui donc qui a conçu le texte, et le texte est écrit dans un jargon administratif, juridique et bureaucratique tel que il a été étudié, alors je crois que c'est en 2014, 2016, je ne sais plus, il a été étudié par un juriste de renom qui, c'est un peu sa marotte à ce monsieur, il étudie souvent des textes fictifs comme ça et il publie des petits articles sur son blog et où il explique si ces textes transposés dans notre monde auraient une valeur juridique ou pas. Et il s'avère que le contrat de Bilbo, qu'on voit dans la trilogie de Jackson,
est véridique. C'est-à-dire que s'il était transposé dans notre monde, en fait, il aurait une valeur juridique viable. Mais il est abominable. Putain, c'est excellent, je savais pas, tu vois. Oui, mais Excellent. non, mais le texte est absolument abominable. Parce que les nains s'octroient tous les droits de changer, même après signature, le contrat comme ils le veulent. Alors, par exemple, il est mentionné que le cambrioleur, donc Bilbon, ne doit pas excéder au niveau de sa part personnelle de butin 1/14 du trésor. Bon, ça c'est dit, c'est marqué en gros. En tout petit, en marge, 6 articles plus loin, est jugé par la compagnie à titre d'1/14, non pas 1/14 du trésor total de la montagne solitaire, mais 1/14 à sa seule et unique discrétion du directeur de la compagnie. Donc en fait, c'est Thorin qui décide ce à quoi 1/14 correspond. Voilà. C'est un exemple. Dans le même style, on a aussi les éventuelles disputes ou rixes au sein du groupe ou de la compagnie seront débattues, jugées, plaidées en langue naine. Ah oui, voilà. C'est un peu compliqué du coup. Voilà, c'est... Parce que langue naine... c'est du Kuzdoul, hein, c'est du Kuzdoul, donc à mon avis, il n'y a aucune chance qu'un petit hobbit, même de bonne famille comme Monsieur Saquet, puisse le comprendre. Et puis normalement, ils sont censés que le parler qu'entre eux. En théorie, oui. C'est ça qui est beau. Voilà. Donc du coup... Voilà, c'est ça qui est magnifique. Voilà. Non, mais c'est un texte abominable, mais la version française, l'accessoire d'origine fait 1,51 m. Exactement, de long et vaguement 29 cm de large, sans compter les replis, parce qu'il y a deux, ce qu'on appelle des addendas. Hein. Oui. Une petite feuille sur le côté qui se déplie en 2 fois et demi, et il y en a une autre qui se plie en 1 fois. Moi, ma version, parce que le français prend quand même beaucoup plus de place, on est à 1,79 m de long. C'est plus de plaisir. Exactement. Mais voilà, il fait 1,79 m de long et 29,5 cm de large, quoi. C'est un beau bébé, quoi. Ouais, c'est un beau bébé. Ah non, mais ça, je te jure, quand j'ai vu ça sur ton compte Instagram, j'étais là, non mais sérieux. Bah oui, on me l'avait demandé, c'était une blague, on m'a dit, mais ça, t'oserais pas le faire? Je dis, mais si, je pense que je peux le faire, je peux en faire un. Donc j'en ai fait un pour moi, et puis bon, j'ai eu 2-3 demandes, quoi. Voilà. Et du coup, c'est parce que là, on parle beaucoup de Tolkien, parce que bon, voilà. Ça fait partie de tes commandes principales ou au final, c'est très varié? Oui, c'est quand même les commandes principales. En termes de grandes stars, on va avoir évidemment le livre rouge que tout le monde veut avoir. Ça, ça déroge pas. Après, il va y avoir aussi la carte de Tror, parce que les gens aiment beaucoup la carte de Tror parce qu'elle a ses runes lunaires. Et moi, j'ai développé une encre. J'ai une encre qu'on peut voir exclusivement aux UV. Et l'avantage du parchemin, parce que moi, ma carte de Tror est sur vrai parchemin. Donc déjà, quand je fais des représentations, les gens peuvent la toucher en fait et se rendre compte que voilà, c'est très très authentique en fait. On peut pas faire plus authentique parce que c'est vraiment du parchemin que je vieillis. Et puis les runes lunaires en fait ne se voient même pas à contre-jour. Voilà. À la différence de celle de Weta qui est imprimée en fait, où ils ont ce qu'on appelle un papier macromique en fait derrière pour que les runes se voient aux UV. Non, moi je travaille pas comme ça. Donc non, c'est surtout le livre rouge grosso modo, ouais. Et puis un petit peu de carte de la Terre du Milieu de temps en temps. Et puis les contrats, j'ai dû en faire 2, je crois. J'ai dû en faire 2 ou 3, oui. Voilà, mais grosso modo, c'est ça. Après, j'ai eu aussi des demandes en enluminure traditionnelle. Hein. Donc là, on est sur des travaux qui sont complètement différents. Hein. Ça va être du travail sur parchemin, mais ça va être beaucoup plus long. On va être sur de l'après au gesso, de la feuille d'or, de la préparation de pigments naturels. Donc on va avoir du travail de moine. On va avoir vraiment du travail médiéval pur, quoi. Voilà, donc du blason, de la gothique, des lettrines enluminées, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est beaucoup plus cher en général et le temps de travail augmente considérablement. Ouais. Bon, en tout cas, c'est chouette parce que bon, t'as quand même si ça fait une grosse partie du travail, c'est quand même un tout petit peu diversifié. Et donc après, t'as aussi des demandes sur le jeu de rôle. Oui, j'ai quand même pas mal de gens. Alors, ils passent pas tous bien évidemment commande parce que je fais des devis gratuits. Mais j'ai quand même quelques personnes quand même qui me disent on a monté une compagnie de JDR, ou alors les gens en général ont fait souvent un croquis grossier de l'univers qu'ils ont créé.
Et ils me demandent, ils disent, si jamais je le veux sur parchemin, pigment naturel, peut-être avec un cartouche, parce que les gens veulent bien avoir comme certaines cartes anciennes. C'est ce que je propose justement sur les cartes de la carte bleue. Souvent, on appelle un cartouche de présentation, donc on va avoir un gros cadre avec le nom du continent dessus, avec des phylactères, des dragons, etc. Et les gens aiment bien en général que je leur conçoive justement un cartouche, une typographie particulière, enfin que je leur fasse la carte de leur univers spécialement pour eux, quoi. Mais oui, pas mal de rôlistes, oui, demandent, oui. Ouais. C'est très très courant, ouais. Parce qu'on peut le faire avec une IA, il y a des logiciels aujourd'hui qui travaillent très très bien avec ça. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Je suis pas super convaincu, personnellement. J'ai des gens qui m'ont contacté en me disant ils m'ont montré. Bon, moi, ça me fait un modèle du coup. Oui, c'est bien pour avoir une idée en fait de ce vers quoi on a envie de tendre. C'est ça, l'emplacement des rivières, les noms sans faute d'orthographe, etc. Moi, ça me fait une bonne base de travail. Et puis ensuite, après, je peux bricoler pour leur faire quelque chose qui soit authentique et qui soit vraiment sorti de leur univers, quoi. Mais j'en ai beaucoup et qui me disent, j'en ai fait ça en IA, mais on n'aime pas trop, etc. Je leur dis, ouais, c'est un peu mort, quoi. C'est normal. Il manque du léchage, il va manquer des ombrages, il va manquer de la vie, quoi. Il manque la touche de particularité, d'unicité, de rareté. C'est pour ça que, par exemple, là, je parlais de mon ami, j'ai fait un petit coucou d'ailleurs, Visio en Féru. Je vous encourage tous à aller le voir. Déjà, ses cartes sont superbes. Et au niveau, pour vraiment tout fan de Tolkien, au niveau des échelles, les échelles sont, quand je vous dis juste, on est dans l'espace. Les échelles, parce que c'est un grand malade. Il a lu les livres, il a pris des notes de quand les personnages arrivent à tel endroit, quand il arrive à tel endroit en faisant des comparatifs. Un hobbit mesure tant. Ça veut dire qu'il peut faire. Oui, pour avoir la longueur de pas et tout ça. C'est assez ahurissant. Il a fait un travail colossal. Il a sorti des cartes du coup imprimées qui sont pas excessivement chères, pas chères du tout et notamment, j'ai conçu une typographie donc pour mon ami parce que ses cartes étaient très belles, mais nécessairement il voulait qu'elles aient un petit peu plus de vie. Donc je lui ai conçu une typographie qu'il a numérisée. Et du coup, maintenant qu'il l'utilise sur ses cartes, ça lui permet d'avoir des variations de lettres en fait. C'est pas un alphabet qui contient chacun une lettre. Il y a 2 à 3 lettres dans l'alphabet, donc ça lui permet d'avoir des modulations, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que on peut s'adapter en fait. Le numérique c'est très bien, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que imiter, c'est pas égaler. Voilà. La notion première, c'est ça. Le numérique peut imiter, mais n'égalera jamais. Et ça, c'est quelque chose que on peut pas imiter la main, en fait. L'IA fait des choses extraordinaires, mais à tel point que ça en devient grossier, en fait, et paradoxal. Par exemple, au niveau de la peinture, on peut, avec une IA ou avec ChatGPT, prendre une image, insérer le visage de quelqu'un et le peindre comme si c'était du Rembrandt, etc. Ça en devient grossier, en fait. Oui, moi, tous mes essais que j'ai faits, alors ça fait le job pour se marrer. Pour rigoler, il n'y a pas de la création de contenu, par exemple. Moi, je m'en sers parce que je n'ai pas demandé à un illustrateur que j'ai payé 150 balles à chaque fois que je veux sortir une vidéo. Non, c'est pas possible. Là, c'est du consommable, donc c'est très différent. Il n'y a pas de problème. Mais je ne me reconnais pas. Mais personne, je me reconnais pas dessus. Enfin, c'est pas moi, en fait. L'esprit est là, mais le détail n'y est pas. Tu vois. Parce que oui, mais on a demandé à un robot de travailler, c'est normal. C'est ça. Mais oui. Et je lui en veux pas, attention. Non. Je sais pourquoi il est fait. Voilà, mais encore une fois, c'est ça en fait. C'est une question c'est pourquoi c'est faire. Voilà, si c'est pour faire du consommable, l'IA, elle est à sa place. Elle fait quelque chose de rapide, on lui demande, il n'y a pas de problème, c'est du consommable. Ce qui est important, c'est de pas mettre tout au même niveau. C'est ça en fait qui est important. Il faut pas oublier que voilà, il y a des choses qui font partie du commun en fait, qui font partie du quotidien. Donc voilà, par exemple, l'IA, ça en fait partie. Je vais faire une vidéo, un montage, je vais créer ma vignette, etc. Pas de problème. On a un outil moderne qui est super. On serait idiot de pas l'utiliser, évidemment. Ça va de soi. Par contre, si jamais je veux créer une peinture pour la commémoration des 40 ans de mariage de mes grands-parents, au lieu d'aller voir une IA, non, on se met à tous les petits-enfants ensemble, on se cotise, on va voir un artiste peintre, quoi. Moi, ça me semble logique, en fait. C'est là-dessus où je me bats depuis longtemps, et puis là, maintenant, vraiment, je m'y mets à fond.
avec ce petit virage de culture et liberté, c'est de remettre en fait de l'art et le beau au sein des foyers. Tu faisais des conventions. Oui. Et ça, c'est chouette. C'est chouette de faire des conventions pour montrer justement ce que tu fais. Et puis nous, ce que l'on fait, hein, peu importe, Bien sûr. peu importe l'art, peu importe le médium. C'est important dans tous les corps de métier. Oui. Mais c'est important parce que là, on est justement dans l'objet concret. Donc, il faut le montrer. Il faut le montrer et surtout aux plus jeunes. Est-ce que tu as comme ça une appréciation des tranches d'âge qui viennent te voir, qui sont intéressés par ton travail? J'ai énormément de succès de la part des plus jeunes. Parce que les jeunes enfants, donc en dessous de jusqu'à 15 ans, on va dire jusqu'à 15 ans, parce que quand je suis en manifestation, j'emmène toujours du papier vierge que je prépare, et évidemment j'ai des plumes, voilà, tu vois, voilà. Hop, plumes d'oiseau, hein. Donc véritablement taillé, ça impressionne les gens parce qu'en fait, mais il n'y a pas de plume métallique. Je leur dis non, il n'y a pas de plume métallique, j'écris comme au Moyen-Âge, et même avant, et les jeunes enfants sont fascinés. Alors, quand ils restent un moment, je les invite sur la chaise, et je leur dis, voilà, tu as l'encre, alors tu fais comme ci, comme ça. Et les jeunes gamins sont en demande. Ils sont en demande. Ah, c'est chouette. Ça m'est déjà arrivé d'envoyer des petits alphabets en fait très simples avec les tracés sur le côté à des familles qui sont venues me voir parce que la gamine de la famille ou le petit gamin était intéressé parce qu'il m'avait vu avec une plume d'oiseau. Donc c'est déjà arrivé que j'en donne aussi des gamins des sur place des plumes d'oiseau parce que c'est une toute petite chose en fait mais hyper large. Écrire avec une plume d'oiseau, on se dit c'est quelque chose d'un autre temps et c'est quelque chose qui aujourd'hui appartient plus au hobby qu'à la nécessité parce que le monde a changé, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que prendre le temps d'écrire. Je vais aborder le sujet. Oui, prendre le temps d'écrire quand c'est nécessaire. Et moi, j'ai lu des études là-dessus. Et il s'avère que utiliser la main et précisément un stylo plume, même ou une plume, même un bic allant jusque-là, prendre le temps d'écrire à creux quelque chose monopolise plus de cellules grises. Le lobe occipital est beaucoup, beaucoup plus sollicité que quand on tape une lettre ou un CV sur ordinateur. C'est ça, en fait. C'est pourquoi, sur le Discord que vous retrouverez en description, j'avais proposé, et puis du coup on l'a fait, de s'envoyer des lettres. De vraies lettres. Voilà. Et on l'a fait, et c'était très chouette, et ça faisait très longtemps que j'avais pas écrit une lettre, je crois que ça faisait peut-être 11 ans que j'avais pas écrit une lettre, et j'étais putain, ça fait du bien. J'étais sur ma petite console, là, tu vois, j'avais quasiment, ambiance un peu feutrée, et j'écrivais ma lettre, et en fait, on est beaucoup plus concentré sur ce que l'on fait, beaucoup plus attentif aux mots que l'on va utiliser, parce que c'est vrai que comme je te disais, on a des avantages, mais aussi on a des inconvénients. Et plus je vieillis, et c'est peut-être l'effet vieux con, je sais pas, mais plus je vieillis, et plus je trouve que les inconvénients sont quand même assez gros, tu vois, et assez contraignants. Il y a pas, en fait, c'est une notion de place. C'est-à-dire que l'humain, nous, a fortiori, on a tendance à désacraliser les choses. C'est un peu le même principe que l'information. Aujourd'hui, on a Internet qui est un outil merveilleux, tout comme les réseaux d'ailleurs, où on peut effectivement, en un clin d'œil, avoir l'information. Ça m'attriste un peu au final parce que moi, par exemple, j'ai des cahiers d'école de 1880 d'une gamine qui avait 8 ans à cette époque-là. C'était pas une élève modèle. Bon. Les cahiers feraient pas lire les profs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme je disais, nous, en tant qu'êtres humains, en fait, on désacralise. Moi, ce que je constate, c'est que quand je mets le nez dans les archives, ou des anciennes lettres, ou des anciens courriers, les gens s'appliquaient plus parce que c'était une habitude. C'était une habitude. Et je pense que, bon, moi, après, je ne suis pas objectif, je suis relieur d'art, donc pour moi, les livres, c'est... Tu prêches pour ta paroisse. C'est ça. Mais moi, j'aime à penser que l'information, la tirer dans un livre, c'est complètement différent parce que déjà, un livre a une odeur, il va avoir une image, une odeur aussi, et c'est quelque chose qui va faire appel tout de suite à la mémoire et du coup, on va pouvoir fixer une information. Et le livre possède ça.
Le sens du papier aussi, c'est quelque chose qui est différent. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui aiment lire. Quand ils ont vu arriver les liseuses, se sont dit c'est vrai, c'est pratique. Les gens qui prennent le train tous les jours, par exemple, au lieu de trimballer un bouquin de 1000 pages, s'ils veulent lire Guerre et Paix, etc., ou même Les Misérables, ou même Le Seigneur des Anneaux, évidemment, c'est très pratique d'avoir une liseuse et dans ses petites clés USB ou dans sa carte SD d'avoir 5000 bouquins. Ça, c'est évident. Mais il manquera toujours quelque chose. Alors, toujours cette odeur. D'expérience, voilà. Avec ma femme, on est des très très gros mangeurs de livres. Du coup, on a pris une Kindle. Tu vois, on s'est dit, attends, vu le pognon qu'on fout dans les bouquins, exactement. C'est bon, quoi. Puis la place aussi. Oui, ça, oui. Faut faire du tri de temps en temps. Voilà, la maison n'est pas extensible, malheureusement. Hélas. Et donc, on prend la Kindle, etc. Alors, ma femme l'utilise encore. Moi, je l'utilise quasiment plus, ou alors c'est pour de la revue technique, tu vois. Parce que je sais que je vais pas revenir dessus. Oui. Moi, il y a vraiment ça, c'est le fait que le bouquin, si tu veux, j'ai des bouquins sur la cosmologie ou des choses comme ça, ou de philosophie. Et en fait, je vais revenir en arrière. Je vais faire des marques, oui, je sais, je corne les pages, je vais corner les pages, etc. Tu vois, enfin, je vais faire mien. Le livre, il m'appartient. Tu vois. Et quand quelqu'un va ouvrir le livre, de toute façon, il va le voir. Ok, c'est celui de Florence. On a bien compris. Mais voilà, je le fais mien. Et le livre, au final, il va vivre avec moi et avec ma lecture. Alors que quand tu le lis sur Kindle ou peu importe la tablette, tu le fais pas vivre ton bouquin. Ou alors tu vas prendre des notes à côté, tu vois, mais c'est encore différent. Et tu vas pas revenir en arrière. Enfin, j'en connais très peu qui vont faire ça. Et surtout, je connais pas beaucoup de personnes qui lisent vraiment des bouquins denses sur Kindle. Il y a de ça. Je pense que ça existe un peu, mais bon, sans plus. Non, mais c'est très rare. Mais sur écran en moyenne, tu vois, dans le sens large du terme, sur écran. Non, c'est très marginal. Je ne pense pas que les gens lisent beaucoup sur écran de vraies œuvres sur écran. Non, parce que c'est très inconfortable. C'est très inconfortable et en plus de ça, c'est un petit peu ce que je regrette en fait, moi dans notre époque, c'est que on a des outils formidables, mais ça a occulté tout le reste. Tu vois, à titre personnel, moi tous les samedis, mon père possède une Citroën Traction. Et à son âge, date de 56, date de publication du Seigneur des Anneaux. Donc on la retape tous les week-ends, je vais chez lui, on va faire un petit tour, et là en ce moment on est en train de descendre les freins. Je la connais par cœur la voiture. Donc Citroën Traction, je suis pas amateur de voitures anciennes, mais la Citroën Traction, je la connais très bien. Et il y a un truc qui m'a frappé au visage, c'est que cette traction, comme la plupart des bagnoles anciennes, la moindre petite poignée, le moindre truc qu'on voit en fait, c'est arrondi. Ça veut dire que des pièces qui sont juste là pour servir n'avaient pas besoin d'être arrondies. Pourquoi ils les ont arrondis? Pourquoi ils les ont polis? Pourquoi ils les ont chromés? Parce qu'en fait, dans cette époque-là, qui est pas si lointaine que ça, on faisait les choses comme ça en fait. Et ce qui m'a frappé au visage en fait, c'est que ça peut être utile mais joli en même temps. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a plus ce truc-là. Aujourd'hui, on se dit non, il faut que ce soit rapide. Mais ça sert à rien, ça dure pas. Voilà. Vous le voyez pour vos fringues, vous le voyez pour tout, hein. Voilà. C'est comme ça. C'est ça en fait. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement. Alors, il y a une utilité quand même parce que le fait que ce soit rapide, etc., et pas cher, entre guillemets, pas cher, aussi. parce que c'est plus vraiment le cas maintenant, et pas cher, prenons les voitures. La voiture de Monsieur Tout le Monde, pas cher, la 2 chevaux, etc. Voilà, il y avait quand même ce concept à l'époque aussi. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, on avait quand même cette ambition de fournir les gens avec un véhicule, avec des habits, avec machin de moins cher qu'ils puissent s'offrir. Mais normalement, dans la logique économique, sans l'État qui vient de te casser les couilles, tout à fait. En fait, on progresse de plus en plus en termes de qualité et en termes de baisse des prix. Voilà, c'est le jeu de la concurrence, etc. Mais là, aujourd'hui, en fait, c'est à celui qui ira le plus vite à spolier le marché pour éviter de se retrouver dans les perdants de la taxe. Parce qu'en gros, on est là-dedans. Ouais, on est là-dedans. Si t'es le premier, tu vas pouvoir profiter, tu vas pouvoir faire du lobby, tu vas pouvoir faire machin, etc. Si t'arrives à monopoliser la place grâce à tes petits copains, par
Par contre, si tu arrives sur le marché, ben, soit tu es vraiment disruptif et tu as du capital derrière, hein, ou tu as un bon menteur pour pouvoir avoir les finances qu'il faut, lever des fonds, soit tu vas survivre. Voilà, tu vas faire de l'artisanat en survivant. Et c'est triste parce que normalement, bah justement avec le pouvoir d'achat que l'on aurait pu gagner si on avait continué dans cette lignée-là, dans cette voie-là, avec ce pouvoir d'achat-là, je pense qu'au contraire, les gens auraient été vers le plus de beau. Je pense aussi. Le plus de durable et le plus de beau. C'est exactement ça, parce qu'il faut savoir, le problème du beau à tous les niveaux, c'est que c'est une drogue à accoutumance. C'est ça le problème. C'est une drogue à accoutumance. C'est pour ça que quand on est un tout petit peu sensible à ça, bah, on va aimer avoir un cadre comme ci, on va commencer à regarder les meubles comme ça, puis après on va regarder les vitrines, et puis les tableaux, et puis les trucs. Parce que ça contente l'œil, et quand ça contente l'œil, ça réchauffe le cœur, et ça permet d'avancer dans la vie en fait avec plus de sérénité. Ça veut pas dire qu'il faut être ça veut pas dire qu'il faut être puéril en fait et systématiquement regarder que les choses pour leur attrait physique. Non, ça veut dire qu'on peut vivre avec des objets qui sont utiles du quotidien, mais quand même joliment fait, quand même joli, parce que c'est quelque chose qu'on va avoir sur le visage tout le temps. C'est comme un meuble en fait. Quand on choisit un meuble, à moins d'être ultra minimaliste, à mon avis, les gens qui sont vraiment véritablement comme ça d'eux-mêmes sont très très majoritairement marginaux aussi. Euh, Quand on va chercher une commode ou un truc, ben on aime bien que ce soit un peu joli, on aime bien que ce soit dans nos goûts. Alors si on aime même les choses un peu anciennes, on va espérer que ce soit en bois, que ce soit pas peint, on va espérer peut-être un petit peu de moulure, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça contente l'œil, c'est humain, c'est tout simplement humain. Et se décaler de plus en plus de ça à tous les niveaux, je pense pas que ça nous portera, je pense pas que ça nous amènera à quelque chose de sain. Franchement, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah bah moi je dis clairement que ça nous a amené vers quelque chose de malsain dès aujourd'hui, dès à présent. Hein, c'est certain. Hein, tu vois la nouvelle génération. Alors oui, ça fait discours de vieux con, blablabla, blablabla. Oui, je sais. Bref, j'assume. C'était mieux avant. Merci, au revoir. Parce que t'as le même âge que moi et Ouais. Et je pense qu'on a été l'une des générations bénies et maudies en même temps. Parce Ouais. que les années 90, début 2000, ça a été parfait. On avait à la fois le concret, le réel. Il était encore bien présent, tu vois. Oui. Moi, j'écrivais des lettres à mes copains quand on était en vacances et qu'on pouvait pas se voir. Bah voilà, on s'écrivait des lettres. On allait jouer dans les bois, on allait machin. Mais en même temps, je rentrais à la maison, je jouais à la Genesis ou je jouais au PC Baldur's Gate que je venais juste d'avoir. Bah, normal, tu vois. quoi. Bah, Et puis la découverte des forums d'Encarta, tu vois. Encarta. ouais, bah, Ça te dit rien, ça, toi, vieux petit con, hein. Encarta. Mais c'était génial. Il y avait ça, puis il y avait. Bah, si, je crois que c'était sur Encarta où il y avait tout un truc sur Léonard de Vinci. Oui, exact. Tu pouvais faire voler sans Oui, sa machine c'est volante et maquette tout ça. volante et tout. Ouais. C'était super cool. Moi, j'étais fasciné par ça. J'étais, oh putain, c'est trop bien. Avec ma souris, je peux le faire voler, quoi. Ouais, c'est fascinant. C'est ça qui est génial. Et mais voilà, on avait les deux. On avait le début d'Internet, on avait tout ça. Et c'était très chouette. Et aujourd'hui, bon, c'est pour ça que je t'ai posé cette question pour savoir si quelle était la part de personnes qui étaient intéressées lors des conventions par ce que tu faisais. Et tu vois, je suis un peu plus optimiste. Je dis il y a quand même, c'est bien. Il y a des jeunes générations qui sont. En général, les enfants sont fascinés, restent bouche bée, et c'est les parents. Bon, il y a des parents qui sont intéressés, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais en général, oui, c'est ça, c'est les parents ensuite qui reviennent tirer leur gamin par le t-shirt ou la robe. Allez, viens, il y a d'autres choses à voir. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Parce que ça arrive aussi que j'ai des gens qui passent devant le stand et qui ne voient rien. Hein. Ça arrive aussi. Hein. Ah ouais, ça arrive aussi. Les gens ne sont pas là, ils sont pas présents, ou je sais pas, ou je sais pas, ils voient ça tous les jours. Peut-être. Mais oui, c'est. Non, c'est la plupart du temps, c'est quand même les gamins quand même qui sont fascinés. Bon, mis à part les fans, parce que j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, je suis venu pour vous à la convention. Je dis, ah bon, alors c'est un peu con, mais ça peut arriver. Alors c'est un peu con, mais moi je vais débarquer là, bientôt, hein, t'inquiète. Hein. Ah bah, pas de problème. Bah, je suis là le 25 et 26 octobre, je suis dans le Nord à Wingles. Winggeek, dans un petit truc, c'est Star Wars, le Seigneur des Anneaux. Donc c'est sans prétention, mais j'ai été gentiment invité, donc je vais c'est aller, chouette.
Voilà, je vais aller présenter mon travail là-bas et puis voilà, si ça plaît, tant mieux. Voilà. Bah, ça plaît, oui. Il faut que ça plaise. Il faut que ça perdure, ce genre de choses, et pas que toi, hein, d'ailleurs. Hein, tous les autres artisans, ceux qui font les choses, qui créent, pas forcément créer avec ses mains. Hein, on ne demande pas à tout le monde d'être artisan, mais artisan, artiste, etc. De créer par vous-même et de vous dire, bah ouais, peut-être que ça fonctionnera pas. D'accord, peut-être que moi, on le fait. Mais je le fais. Bon, déjà, mentalement, je me le sors de la tête, comme ça c'est fait. Voilà, j'ai créé mon truc. Et deuxièmement, ben, tu laisses une trace. Comme j'en parle souvent, le truc, c'est que quand tu vas crever, qu'est-ce que tu vas laisser? C'est vrai, il y a de ça aussi. Qu'est-ce que tu vas laisser? Tu vas laisser ton meuble Ikea de merde? C'est ça que tu vas laisser? Même pas, il aurait fallu le changer 6 fois. Oui, voilà. Non, mais vraiment, moi, c'est une question qui m'obsède depuis, je crois depuis mon adolescence, en fait. Je suis obsédé par cette question, par qu'est-ce que je vais laisser, en fait? Quand je vais crever, qu'est-ce que tu vas laisser? La notion de pérennité, oui, et de transmission, oui, bah c'est une question saine, en fait. Hein. Est-ce que tu vas laisser ton compte Instagram? C'est ça que tu vas laisser? Ouais, la plupart du temps. Avec tes soirées beuveries, avec tes fesses à l'air à la fenêtre de la voiture, bon, c'est très drôle, d'accord, mais... Oui, c'est drôle aussi, j'avoue. Mais bon, on a divergé énormément là. On est parti très très loin, on est parti du meuble Ikea à parler de la résistance. Ouais, mais bon, c'est quand c'est intéressant aussi, c'est bien que ça... C'est ça. C'est pas mal aussi, voilà. Et pour le bon côté des choses, parce que là on parle du mauvais côté des choses, du bon côté des choses, justement avoir cette pleine liberté et ce sens de la responsabilité, parce qu'attention, il n'y a plus de procès en diffamation, il n'y a plus tout ça. Il n'y aurait plus la Tolkien Estate qui viendrait toquer pour récupérer l'argent, parce que plus de propriété intellectuelle, n'est-ce pas? Ah, justement, tu fais bien d'en parler, j'ai une toute petite anecdote à ce sujet. Ah, bah vas-y. Alors, la Tolkien Estate, il faut savoir qu'il y a l'ancien président, non, le président actuel qui était présent là au mois de septembre. J'ai fait un événement, donc c'était donc à Plestin-les-Grèves, c'était sur les terres de l'Unique. Monsieur Sean Gunner était présent, patron de la Tolkien Estate. Il est resté 40 minutes à mon stand. Et il m'a dit, je recommence, hein, c'est le patron de la Tolkien Estate. Ouais. Bon. Il m'a dit, je regrette de devoir prendre l'avion parce que la carte ne passera pas dans la valise. Ah merde. Voilà. Donc ça veut dire que si je trace un parallèle avec ce qu'on m'a expliqué il y a 2 ans et demi, peut-être qu'il y a des problèmes de discussion au sein de la Tolkien Estate, puisque là c'était Monsieur Sean Gunner que j'avais. Donc le dernier patron en date, si tu veux, de la Tolkien Estate. Voilà. D'accord. Et j'ai son bras droit, Monsieur Strank, qui travaille avec les éditions encore historiques Allen & Owen pour tout ce qui concerne Tolkien, qui venait sur place. Alors Monsieur Germanique, anglophone, hein, parle pas du tout en mode français, bien entendu. Bah, Monsieur Gunner non plus d'ailleurs. Très très gentil. Qui faisait donc, il est venu faire une conférence donc sur les relations entre Éowyn et Faramir et le mythe, si tu veux, plus ou moins le mythe de la femme et de l'imagologie du Graal dans l'œuvre de Tolkien. Donc, c'était très intéressant. Moi, j'ai pas pu la voir, bien entendu, il fallait que j'étais à mon stand, mais il est reparti avec un livre rouge, tu vois. Voilà. Donc ça ne leur dérange pas, apparemment. Il est parti avec un livre rouge et il a tenu à ce que je lui fasse une petite photo avec son livre rouge et je lui ai fait son petit certificat d'authenticité devant lui. Très très gentil, un charmant monsieur. Charmant monsieur, très cultivé, très au fait de l'œuvre, etc. Il m'a posé moult questions en ce qui concerne le livre rouge, savoir ce qu'il y avait dedans. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, tout y est. Donc il l'a feuilleté, il a lu des passages, etc. Il m'a dit, je vais l'emmener parce qu'il est maître de conférence à Francfort, ce monsieur. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, je vais l'emmener, le montrer à mes élèves, etc. Mais ce que ça met en lumière, c'est surtout qu'il y a une dichotomie colossale entre, je pense, j'ai pas la science infuse, mais je pense, vu ce que j'ai vécu, entre les gras de papier qui envoient des mails un peu haineux et la haute sphère de la Tolkien Estate. Il y a ça. Après, je sais pas qui gérait les droits et qui a vendu enfin, pas vendu les droits, mais la licence d'utilisation des annexes. Simon Tolkien. À Amazon, c'est Simon. Ouais.
Ok, tout s'explique, merci. Voilà. Tu vois, j'avais un doute en fait sur qui avait vendu les droits, qui avait. Puis surtout, vu ce que tu me dis, je suis là, mais attends, mais comment ils ont pu alors vendre les droits à Amazon? Ouais. Ben, c'est Simon. Parce que il faut savoir qu'ils ont envoyé quelqu'un. C'est ça qui est paradoxal. C'est que apparemment, Simon n'était pas chaud pour les vendre et ils ont envoyé quelqu'un qui ne bossait pas du tout pour la série. Mais Amazon a envoyé quelqu'un qui était très 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 au courant des annexes du Seigneur des Anneaux, qui avait une bonne connaissance de l'œuvre, hein, notamment au niveau de la chronologie d'histoire d'amour entre Aragorn et Arwen, qui s'y connaissait bien en ce qui concerne le deuxième âge. Et c'est ce qui a terminé de convaincre Simon Tolkien, sauf qu'ils se sont fait avoir, quoi. Mais oui, non, mais attends. Il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que s'il s'y connaît vraiment à fond, il sait très bien que on ne peut pas faire une série de 5 saisons sur juste les annexes. C'est ça le problème. Je pense, moi, ça n'a pas de sens. Je pense que Amazon a filé un gros chèque à cette personne pour aller parler à amadouer Simon Tolkien et ainsi avoir les droits. Je pense que c'est un peu plus ça, parce que sinon il y a un problème en fait. Quand tu connais bien l'œuvre, tu sais que c'est pas faisable. Non, c'est pas possible. Il te faut le Silmarillion. Si t'as pas le Silmarillion, c'est mort. Évidemment. Oui, c'est logique. Il faut le Silmarillion et j'irai même plus loin. Il faut même les contes et légendes inachevées et le deuxième volume particulièrement. Oui. Oui, c'est obligatoire. Mais déjà rien que le Silmarillion. Rien que le Silmarillion, ça aurait été déjà largement mieux. Si tu donnes le scénario à des gens qui savent lire et écrire, oui, certainement. Bien sûr, mais ça c'est encore un autre problème. Hein. Tu sais, je pense qu'on a assez tapé dessus pour en plus, on va éviter de dire que ces gens-là sont des incapables, des ignorants et de grands enfants. Tu vois, non. Mais ils l'ont dit eux-mêmes, c'est la première fois qu'ils écrivaient un scénario. Ouais. La première fois que tu écris sur un scénario et tu t'attelles à Tolkien. À Tolkien, ouais. Waouh. Ouais, non. Ouais, c'est balèze, hein. T'y crois vachement, il a de l'ambition. Ouais, hein. C'est comme commencer le bras de fer avec Rambo. C'est au-delà de l'ambition, c'est un petit peu de l'inconscience. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Non, mais tu vois, ça éclaircit quelques points, tu vois, que j'avais, quelques petits doutes que j'avais encore sur cette histoire. Maintenant, je comprends un peu mieux. Puis voilà, comme je t'ai dit en début, maintenant, de toute façon, ils sont bloqués. Ils sont obligés de faire jusqu'aux 5 saisons. Ils ont dépensé trop d'argent là-dedans, donc ils vont aller jusqu'au bout. Ils ont dépensé pour les droits d'exploitation 465 millions de dollars. Ah, c'est énorme, hein. C'est colossal. C'était déjà, rien qu'avec cette somme, c'était déjà la série la plus chère de l'histoire. Ouais, c'était la série la plus chère, ouais. Et de toute façon, je crois qu'il y a vraiment un gros problème sur les séries d'adaptation et notamment d'adaptation d'univers fantasy. Hein. Vraiment. Parce que tu parlais en début que tu faisais aussi La Roue du Temps. Ouais. Tu as regardé la série ? Non. Non. Voilà. Non, parce que la dernière série de fantastique que j'ai véritablement appréciée et qui m'a vraiment cloué au siège, parce que je suis un grand fan, c'est Dark Crystal. Et je sais pas si tu connais, mais c'était de la folie en fait ce truc-là, parce que le premier film date de 80, il a nécessité 6 ans de travail parce qu'il n'y a pas d'humain dedans, c'est que des marionnettes. Ça a été le bébé de Jim Henson, hein, donc qui a travaillé donc sur les Muppet Show, et il s'avère qu'en 2013 ou 2014 ou 2012, je sais plus exactement, sa fille a repris le flambeau et a fait une saison pour Netflix. Donc, ils ont fait une saison et donc ça te raconte ce qui se passe un petit peu avant ce qui se passe dans Dark Crystal, le film. Mais la série, ils ont fait une saison, ils ont arrêté parce que ça coûtait trop cher, mais c'était de toute beauté. Ils ont repris tous les costumes, ils ont refait les marionnettes une à une, ils ont refait les décors à l'échelle. Il y a presque pas de 3D. C'était sublime. Donc non, je ne regarde plus maintenant les séries fantasy comme ça parce que j'aime bien The Witcher aussi. Je les ai lus, j'ai lu les 2 premiers. J'avais bien aimé, mais la série, bon. Voilà. Ah, moi, j'ose même plus. Je n'ose même plus parce que je sais que ça va pas me plaire parce que il va y avoir des tribulations psychiatriques modernes pour être gentil. Et ça va me gonfler. Quel terme joliment trouvé. J'ai essayé de trouver un truc, tu vois, pour pas trop. Bref. Oui, non, mais c'est joliment dit, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Oui, on en est là, c'est ce problème-là. Parce que tu regardes Rings of Power, bon, ils ont pas été jusque-là. À part la Reine des Nains, qui est quand même un énorme problème. Oui, non, mais c'est un gros problème. Au-delà du fait qu'elle n'a pas de barbe non plus. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est le problème
qui peut le plus facilement passer. Moi franchement, Oui, c'est pas le truc qui me dérange le plus parce que l'actrice joue très bien. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se raconte, tu vois. Oui, parce que en fait, tout est tellement mauvais à côté que ça passe crème. Oui, peut-être aussi, oui. Il y a de ça, à mon avis, il y a de ça. Mais ils ont quand même essayé de raconter quelque chose, tu vois. Oui, non, c'est Pourquoi vrai que ça, c'est pas encore trop le souci, ça. Voilà, le gros problème, c'est l'elfe portoricain, c'est les gitans pieds nus qu'on appelle hobbits. C'est non mais vraiment, t'es là, mais non, c'est pas possible, Non, c'est juste pas logique. Tu sors de du problème de temporalité. Déjà, bon, ok, on a compris, ils en ont rien à foutre. Ok, d'accord. Bah oui, parce que déjà à cette époque-là, les hobbits, déjà, effectivement, on peut extrapoler qu'ils étaient nomades, mais pas comme ça. Oui, et puis des sociétés nomades sont généralement petites et homogènes surtout. Absolument. Et beaucoup plus. Là, c'était des saltimbanques, faut dire les choses. Donc non, les sociétés. Non, mais t'avais l'impression de voir de voir des forains du XVIIe siècle. T'es là, non mais c'est ça. Il faut arrêter les conneries. Moi, je m'attendais à voir Esmeralda, quoi. Mais il y a des problèmes de fond parce que j'en avais parlé et par exemple le fait qu'il ait une marmite en fonte. Attends, mais ils sont nomades. Oui. Et ils ne commercent pas avec les grandes gens. Oui. Comment ils peuvent avoir une marmite en fonte? Parce que si tu veux avoir une marmite en fonte, il faut du métal. Oui. Et ce métal, il faut aller le chercher. Oui, alors. Il faut prendre le temps pour aller le chercher. En plus de ça, les hobbits ont commencé tout juste à avoir des objets en métal. Un tout petit peu avant que le roi Argelès II leur file leur terre, donc en 1600 du Troisième Âge, ce qui est tard, ce qui est très tard, puisqu'ils ont commencé à habiter dans la cité à ce moment-là. Ils ont commencé tout juste à avoir des trucs en métal et uniquement par le biais des elfes. Uniquement par le biais des elfes, des derniers elfes des régions qui restaient. Donc, il n'y a pas d'histoire de marmite en fonte, en fait. C'est des sources, il suffit de les lire, en fait. Tout se sait, quoi. Ben oui, mais non. Ils n'ont pas les sources. Ils en ont rien à foutre. Je sais, c'est bien le problème. Mais donc, t'as ce problème-là, et puis bon, t'as le problème, bon, là, c'est vraiment le nez en plein milieu de la figure, Galadriel, qui ne raconte rien. Tu vois, contrairement au problème nain, le problème Galadriel, c'est que Galadriel ne raconte rien. Bah, elle est très stérile en fait, elle est très très stérile, elle a le charisme d'une nouille trop cuite et c'est pas la grande reine des elfes sages. Qu'elle soit guerrière c'est une chose, mais qu'elle soit horripilante comme elle l'est, castratrice parce qu'il faut dire les choses, parce qu'il faut l'être, n'est-ce pas? C'est trop, c'est trop. Galadriel c'est un lion blanc, c'est la force tranquille. Bah, voilà. On le voyait bien dans les films de Peter Jackson. Ah bah, Kate Blanchett, où je suis désolé, mais oui, elle arrive, première apparition, vraiment véritable apparition. Quand ils arrivent, là, ils montent l'arbre, etc. Ouais. Et on la voit. Et t'es là. Ok, là j'ai affaire à un être en fait qui est juste supérieur à moi. Je ne peux pas discuter, tu vois. C'est pas possible. Ça. Il va falloir que je te laisse. Je vois l'heure. Faut que j'aille chercher ma fille. Pas de souci. Bah écoute. C'était un plaisir. Et puis écoute, on remettra ça quand tu veux. Je laisserai, pour les spectateurs, je laisserai tous les liens en description. Ouais. Et puis voilà, puis je vous invite tous à aller voir son travail, à le suivre, à lui donner plein de likes, hein, et à partager ce qu'il fait. Et n'hésitez pas à commander aussi, à lui donner encore plus de travail qu'il n'a. Toujours bon à prendre. C'est ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine, Arnaud. Bye bye. Ciao. Salut.